Mehdi, salam alaikum, la paix sur toi. Alaikum salam, et toi, c'est Mehdi. La paix aussi pour tous et à toutes, merci. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, je vais très bien. Toujours, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On reste toujours à le remercier, alhamdoulilah. Toujours, toujours. Mehdi, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Oui, Mehdi Najat, 38 ans, résident à Paris, représentant d'une association. As-tu besoin d'autres informations? Est-ce que tu peux un petit peu parler de cette association que tu représentes? Oui, une association à 3 pôles multimodaux. Le premier, une chaîne WhatsApp de rappel spirituel, le pôle Maraude, toujours la chance d'aider les personnes plus démunies. Et le troisième est le pôle mariage, via le fichier ou des mises en relation ou des webinaires. Intéressant le pôle mariage, hein. En tout cas dans le cadre de mon blog, voilà, donc la Madrasa des Papas, ça peut être intéressant il me semble que tu as donc des séminaires, que tu as des webinaires, que vous faites aussi des choses donc en présentiel aussi, si je dis pas de bêtises. Exactement, 3, il y avait des webinaires en ligne, 2 par mois. Nous avons des rencontres physiques via 2 fois par mois. Et après, de temps en temps, il y a le fichier de mise en relation qui est accessible à tous et à toutes. Bien, bien, très bien ça. Très bien, Mehdi. Aujourd'hui, donc, je t'ai invité donc dans le podcast de la Madrasa des Papas pour qu'on parle de divorce, puisque c'est quelque chose que tu as personnellement vécu. Exactement, et déjà je te remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est un thème très très important à aborder, à prendre le temps d'écouter, de savoir que ouais, un divorce peut être plus qu'intéressant quand on tire un travail sur soi. Très bien, très bien. Avant de rentrer dans les détails qui vous ont séparés, toi et ton ex-épouse, on va déjà parler de l'avant-mariage. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment as-tu rencontré ton ex-épouse? Dans quelles circonstances? Et comment ça s'est passé entre vous? Alors, ça va paraître un peu marrant pour quelqu'un qui a créé une association. C'est pour ça que l'idée est venue. Je l'ai connue, mais je ne peux pas dire le nom, dans une association de mariage. C'est marrant ça. Et la relation a pris combien de temps pour se mettre en place? On était du temps à l'époque du Covid, donc le temps fait que ouais, on avait fait une bonne dizaine ou douzaine de visioconférences. Donc si on doit tabler, ça a dû prendre 6-7 mois. C'est long quand même, hein. 6-7 mois avant de s'engager, c'est du temps quand même. C'est vrai que c'est du temps. Après, il y a tout ça un travail. Il y a aussi le fait, en fait, vu que la personne, tu profites de l'assise pour me donner la parole, et n'était pas de l'Île-de-France, étant moi de l'Île-de-France, ce qui fait que ça complique beaucoup de choses et de préparer tout ça. Quand on dit 6 mois, c'était aussi la date officielle de mariage. Ça veut dire là, on parle de 6 mois bouclés pour avoir le mariage. D'accord, très bien. Euh, quels étaient tes critères de choix pour ta femme à cette époque-là, et quels étaient ses critères à elle? Alors les critères étaient tout simples. Moi, j'avais juste des critères qu'on puisse bien s'entendre mutuellement. Après, si je devais te donner un conseil, avoir son double était une erreur. Moi, j'étais constamment à avoir, de par mon côté dynamisme, un peu, on va dire, qui aime bien être respectueux et qui a ce côté bienveillant. J'attendais mon double. Et ça, en fait, si je devais constater, c'est pas peut-être le bon choix. D'accord, donc de ce que je comprends, on va peut-être en parler aussi dans la section, dans la partie divorce donc de cette interview. Donc d'après toi, il faut plutôt que de chercher quelqu'un qui nous ressemble trop, qui soit une copie de nous, comme tu viens de le dire, plutôt chercher quelqu'un qui nous soit complémentaire, si je comprends bien. Il y a la complémentarité et surtout, là, vu que je profite et je te remercie d'avoir précisé ça, je prends quelqu'un, c'est-à-dire je connais mes valeurs, je connais ma personnalité. C'est faut se connaître, ça c'est la base même, et savoir, comme tu as dit, que l'autre complète l'autre, et si c'est l'effet miroir, en fait ça peut être compliqué. Ça peut arriver, hein, ça à des mariages pour certains, mais vraiment prendre ce travail d'introspection, de savoir ce que je veux, ce que je veux pas. D'accord, très bien. On en reparlera, Inch'Allah, tout à l'heure. Maintenant, je voudrais savoir, pendant ces 6 mois, 7 mois que vous avez pris pour vous connaître et pour vous engager, comment s'est passé les interactions entre vous deux?
Ben là où c'est différent de ma plateforme, c'est que nous, en fait, on devait passer par l'administrateur qui, au moins, nous faisait un call téléphonique en distanciel. Donc, ça se passait que via des... Bon, maintenant, c'est Google Meet. Mais avant, en fait, il nous envoyait un lien et on pouvait échanger un certain laps de temps. D'accord, d'accord. Et c'est Google Meet que vous organisiez, c'était fréquent, c'était peu fréquent, c'était... Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée pour par rapport à la fréquence de communication entre vous deux? Alors, je sais que c'était une douzaine sur les 6 mois. Allez, on va peut-être aller, parce qu'entre-temps, il y a eu le ramadan, donc il y a eu la petite pause pour mieux se consacrer spirituellement. On va peut-être sur une semaine de... Mais avant, le Google Meet n'existait pas. Hein. Donc je sais que l'asso nous envoyait un lien, on se connectait. Donc c'était un cas similaire à Google Meet. Mais c'était peut-être aller 3 fois ou 2 fois par mois. 3 fois, 2 fois par mois. C'est plutôt pas mal. Donc ça donne l'opportunité de se connaître, de discuter, et puis un petit peu de parler de tout et de rien, et puis de cerner la personnalité, les valeurs, et que sais-je encore. C'est intéressant, mais après, mais bon, libre à chacun de tirer sur sa association. C'est vrai que le laps du temps qui est donné, qui était peut-être 1 heure ou un peu plus, je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça, après, chacun est dans mon asso. Petite d'info, nous, on donne pas de marge de temps. Si les gens doivent discuter, ils discuteront le temps que ça doit prendre. D'accord. Pourquoi tu n'as pas aimé que ce soit limité? C'est pas pour critiquer, mais des fois on a l'impression un peu d'être comme un détenu en fait. Il y a un laps de temps, enfin, il y a certaines questions qu'on peut pas se poser. Quand derrière on vient, on vous dit bah écoutez, vous devez faire une phrase de clôture, tandis que, bah, de nouveau je vais parler de mon asso. Moi j'ai déjà eu des calls qui durent 2, 3 heures, 4 heures. Le but c'est vraiment que la personne ait le temps de se connaître, de prendre ce laps de temps. Et après de même, écoute, si après ils veulent arrêter, clôturons de même en remerciant l'association. D'accord, très bien. Donc toi, ton point de vue, c'est je laisse les jeunes se connaître sans limite de temps, et comme ça leur offre l'opportunité de peut-être mieux se cerner et mieux se connaître, contrairement à un cadre plus, on va dire, limité, donc limité dans le temps ou limité par rapport au nombre d'interactions par mois. Je sais que toi tu as dit que tu avais le droit à 3 appels par mois, donc 3 calls en visio, puisque tu parlais de Google Meet. Et toi, donc, dans ton association, vraiment, jeunes gens, vous êtes libres, faites comme on vous semble. Alors juste je précise, en fait il n'y a pas 3 Google Meet, nous on en avait fait dans la semaine parce qu'il y a aussi des deux côtés avec l'asso, leur association de disponibilité à avoir, disponibilité avec l'asseur, donc tu n'as pas vraiment de laps de temps sur ça. Mais ces laps de temps quand tu appelles, c'est limité un peu plus 1 heure. Et de mon côté, moi je pense que c'est important d'appel, échanger, connaître l'autre. Parce qu'on va se marier, on va établir la moitié de la religion. Donc c'est très très important de prendre le temps et pas de se dire voilà 1 heure, même si peut-être l'association a d'autres, mais donner aux autres cette opportunité de se dire je veux me marier, je veux connaître l'autre, donc je veux pas être pris par cette gêne, par cette pression, en me disant que certes, de façon respectueuse, personne n'est présente, mais si ça doit durer 2-3 heures, on parle d'un engagement quand même qui est important, qui est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration, donc c'est important de ne pas être dans ce laps de temps psychorigide qui, de nouveau, je vais dire, j'ai l'impression d'être un peu prisonnier, voilà, t'es en détention, ouais, vous savez, il reste 1 heure d'appel, puis vous devez sortir, donc c'est ça qui était un peu dommage. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Il y a d'autres associations qui ont une vision plus, comment dire, plus, je dirais, ils sont plus méfiants, ils font plus attention par rapport aux relations entre les hommes et les femmes. Ils veulent être sûrs de respecter la sunna. Et qu'est-ce que tu penses de ces gens-là qui vraiment essayent de cadrer au maximum, de peur que de pousser les gens ou de perdre le contrôle, et donc les jeunes gens donc qui interagissent. En fait, la question c'est n'as-tu pas peur que les gens qui interagissent virent dans l'illicite, de l'interdit? Parce que c'est un petit peu ça ce qui me vient à l'esprit quand je compare donc ta vision des choses et la vision d'autres associations qui elles veulent vraiment un cadre bien défini, histoire de vraiment contrôler
les interactions entre les jeunes gens, donc entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Après, c'est vrai que c'est important. Et de toute façon, nous, on essaie de garder un cadre éthique. C'est vraiment important, comme tu l'as précisé. Après, moi, je pense pas que que la personne parle 2-3 heures. Je pense pas qu'en soi, ça soit mauvais ou pas. C'est juste leur donner, parce qu'à travers les agendas de chacun ou chacune, l'opportunité de prendre ce temps d'échange qui, s'il doit durer 2 heures, s'il doit durer 1h30, s'il doit durer 30 minutes, eux-mêmes, voilà, se sentent, en fait, j'ai posé mes questions. Inversement, bah voilà, j'ai fait ma prière de consultation, toujours dans un cadre licite. Il y a un parcours qu'on fait, un suivi, on fait un débriefing. Donc de façon respectueuse, toujours de façon licite. Voilà, mais je me dis, on parle de mariage, donc il faut quand même leur laisser le temps de discuter, d'avoir ce temps d'écouter, non pas de rester 1 heure, ou même là, après, je n'ai pas, comme vous m'avez dit, d'assaut prédéfini qui donne et j'espère que d'autres sont plus, on va dire, tolérants sur le laps de temps, parce que voilà, comme c'est un mariage, faut pas rester constamment dire 1 heure, puis stop. Faut vraiment se dire, voilà, ils doivent discuter, ils discuteront, ils reviendront voir un tel, pour dire s'ils veulent donner suite, si derrière ils reviendront pour un autre appel téléphonique. Très bien, d'accord. Très bien. Je te propose maintenant qu'on passe à la prochaine étape. Donc, vous vous êtes mis en relation, vous vous êtes appréciés l'un l'autre. Hop, on passe à l'étape signature du contrat de mariage. Vous commencez à vivre ensemble tous les deux. Comment ça s'est passé au départ? Au départ, ça s'est bien passé, comme tout au début. Donc au début, tout est bien, tout est rose. Donc on pense idéaliser l'autre. Après, c'est tout je dirais dans mon expérience à moi, vu que c'était une personne qui n'était pas de l'Île-de-France, peut-être cet aspect géographique a peut-être à jouer. Après aussi, si j'analyse, si tu m'autorises, le constat de tout ce qui s'est passé derrière, parce que avec le Covid, à ce moment-là, on n'a pas eu l'occasion, la seule rencontre qu'on a fait, c'est direct avec le Mahalam pour se donner un go. Donc se dire dans un cadre licite, prendre ce temps, d'où de nouveau, de toute façon on a fait de faire 3 rencontres, d'échanger avec un tel, donc peut-être ça a été un peu précipité, peut-être certaines questions n'ont pas été posées, peut-être aussi, et je le dis souvent parce qu'il faut aussi assumer des erreurs, qu'à ce moment-là, le fait d'avoir cette pression sociale personnelle n'était pas bon, le fait de se dire, voilà, est-ce que j'étais prêt ou pas, faire ce travail d'introspection que je n'ai peut-être pas fait, donc toute cette expérience n'a été que bénéfique, parce qu'elle a suivi derrière son introspection, il y a un travail qui devait dire, écoute, il y avait des fondations qui n'étaient pas assez solides. Alhamdoulilah, tu as fait une épreuve et c'est à toi de tirer une conclusion positive. D'accord, très bien. Je viens de me rappeler, Mehdi, à quel âge tu t'es marié avec ton ex-épouse? 36 ans. À 36 ans. Très bien, d'accord. Bien. Donc la relation commence à s'installer. Donc au début, tu nous décris d'une relation qui, normalement, se passe bien. Donc tu nous as décrit ça comme étant quelque chose qui est fréquent et un petit peu la base de toute relation qui commence. Maintenant, comment ça a commencé à basculer vers une relation un petit peu plus tendue, on va dire, pour rester. Voilà. Comment la relation a commencé à se dégrader? Voilà, c'est ça la question. Bon, ça, peut-être que j'ai pas vu des signaux, parce que vu comment je suis quelqu'un, moi j'ai besoin que les choses soient dites. Ça va quand on devait partir, visiter, comme je t'ai dit qu'elle n'était pas dans la même ville que moi, ses parents, c'est à partir de là que c'est ses parents qui m'ont fait part de certains signaux qui n'allaient pas, après sur certaines choses que j'aurais peut-être dû travailler. Donc à partir de là, moi j'ai pas prêté attention. Dans la mesure où les choses n'ont pas été dites, donc des fois c'est de nouveau, tu me donnes l'occasion, les non-dits sont pas bons et ça évite un peu que on pense que l'autre va interpréter et comprendre, alors que si les choses sont dites, sont posées, écoute, il y a des choses que j'aimerais changer, c'est important. Donc la communication et les non-dits peuvent détruire. Donc c'est vraiment très très important de se dire les choses et ne pas penser que moi je vais comprendre ou faire des choses et toi tu vas pas les comprendre. Donc grosso modo, ne pas laisser son partenaire partir sur des a priori. Vraiment mettre un verbe surtout ce à quoi on pense et vraiment communiquer et ne pas laisser place au doute. C'est ça que tu es en train de nous dire. Je rajouterai même que tous les thérapeutes spécialistes, il faut savoir qu'on a 2 modes, nous les hommes, de fonctionnement, donc on préfère plus les choses terre à terre dites. Après voilà, c'est toujours plus simple que de dire des faits.
C'est-à-dire, voilà, peut-être il y a ça que tu devrais travailler, améliorer, ou j'aimerais bien, voilà, où on se pose, on fasse un peu, on va dire, un peu un inventaire, que laisser penser que, en fait, on n'a pas directement une boule de cristal, on va pas comprendre l'autre. C'est pas instinctif, mais si peut-être au niveau des signaux, peut-être du visage de la personne avait donné cette impression, ce que je n'ai peut-être pas vu aussi, également, mais c'est important dans une communication, et pour éviter que, c'est un peu l'image du bouilloire, que ça explose, que la personne se pose, sans après d'aller s'exposer comme un tribunal tout ce que j'ai à reprocher, dire voilà, j'ai envie de discuter avec toi, certaines choses qui me plaisent pas. Et après, à partir de là, toujours être important d'écouter, et tu diras très bien, je l'avais pas vu comme ça, et après, à partir de là, faire ce travail d'introspection personnelle. D'accord, très bien. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit au début de cette section. Tu as dit que ce sont ses parents à elle qui t'ont dit qu'il y avait des signaux sur lesquels tu devrais faire attention. Ce sont ses parents à elle, c'est bien ça? Donc, arrivé, en fait, quand on était conviés, c'est là où j'apprends que voilà, il y avait certaines choses de part, parce que moi, je travaillais à ce moment-là un peu ennui, de par certaines choses que, voilà, de par un peu que j'étais, on va dire, plus présent, moins présent pour elle, alors que j'exposais tout le temps pour telle raison, pour telle chose que je faisais. Moi, je n'avais pas vu parce que la personne, moi, je disais les choses, me dit oui, pas de souci. Donc, une fois dit chez les parents, c'est là où j'ai appris tout ça. Et après, j'ai dit, bon, on a essayé. Donc, on a continué après. Je vais te laisser me poser d'autres questions qui va aller sur la suite. D'accord, très bien. Donc, tu as eu les premiers signaux que tu n'as pas su interpréter à ces moments-là. Ensuite, je suppose que au fur et à mesure de l'avancée du temps, au fil du temps, il y a d'autres signaux que peut-être que tu n'as pas su interpréter, que tu n'as pas su comprendre. Comment ça s'est passé? Après, le week-end, quand on était parti en famille, en retour, j'avais tenté avec une personne que je connais une médiation pour essayer de comprendre un peu, comme ça il n'y a pas de non-dit. Donc on était parti, on va dire, si on peut appeler ça une personne que je connais pour faire une médiation, on avait échangé. Et après, pour la suite des épisodes, donc j'étais parti dans une démarche en prenant en compte tout ce qui avait été dit, en attendant de voir, voilà, en faisant ces efforts nécessaires qui étaient demandés. C'est-à-dire à ces moments-là, il y avait, de par moi, à ce moment-là, comme j'avais évoqué, j'avais des horaires très décalés, ce qui était évoqué bien avant, mais bon, après, je peux comprendre aussi que ça peut un peu perturber que j'avais décidé de rester à travailler en nuit. Il y avait aussi le côté que moi, voilà, à ce moment-là, par mon passé, j'étais peut-être pas assez présent, plus présent auprès de mes parents. Je peux comprendre aussi, c'est un travail. Il faut savoir faire le juste équilibre. Et après, voilà, mon activité qui était de temps en temps d'aider mon prochain, devait aussi temporiser. Donc, il y avait tout ce travail à faire qui avait été écouté pendant cette semaine, ce laps de temps. Mais bon, malgré tout, peut-être qu'à ce moment-là, c'était peut-être trop tard. Donc, j'avais essayé de faire ce travail. Comme on dit, on ne perd jamais. On apprend constamment de la vie et cette expérience m'a permis. On a essayé après, via même un échange de groupe, de prouver que les efforts étaient faits à mon niveau, que ça allait, que voilà, c'est comme on dit pas à pas, mais la personne a décidé de ne pas donner suite et il faut respecter un choix. C'est ce qui est compréhensible. Ah d'accord, donc vu la conclusion que tu me donnes, donc c'est une initiative de sa part à elle que de rompre la relation. Exact, même si j'ai une part de responsabilité, comme je te l'ai évoqué, sur pas mal d'aspects, même s'il faut savoir aussi également dire que quand il y a un couple, c'est deux personnes, mais à ce moment-là, où j'avais ces 2 ans de moins, j'avais des choses à travailler. Il y avait un cheminement personnel à faire qui fait que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas en fait prêt à me lancer dans ce projet du mariage. Mais malgré ce laps de temps d'1 semaine qui avait été donné pour faire ce travail d'introspection, la personne a décidé autrement. C'est elle-même qui a décidé le choix. Donc ça se respecte et ça s'est fait de façon respectueuse, sans gêne. Et on respecte et on lui souhaite tout le plus grand bonheur, Inch'Allah. D'accord, très bien. Est-ce que tu as tenté de faire perdurer la relation? Est-ce que quand tu as quand elle est venue te voir et te dire que on veut rompre la relation, est-ce que tu étais plutôt dans une démarche il faut que je sauve la relation, ou bien c'est son choix, on va pas insister? Pour retourner un peu en arrière, comme j'avais dit qu'on venait du week-end en famille, donc à partir de là, c'est moi-même qui avais pris l'initiative de ramener une médiation pour comprendre, pour après se donner laps de temps d'1 semaine pour m'améliorer, pour prendre en compte, pour qu'on puisse tous les deux faire repartir, si je peux dire, sur de nouvelles bases.
Donc, prendre tout ce qui était à prendre pour s'améliorer. Même après, à partir de là où la décision était prise, on avait, avec la maman ou les parents respectifs, essayé de tenter un dernier recours pour faire comprendre que peut-être la discussion était mieux, vraiment d'éviter ça. Donc, à mon niveau, on a essayé vraiment au mieux. Mais après, faut respecter un choix, faut pas forcer l'autre. Si c'est son choix, c'est d'en arrêter de façon respectueuse. Tu le souhaites le plus grand bonheur. Et toute cette expérience, mais vraiment les chers frères et chères sœurs, un divorce, il n'a rien de mal. On tire une conclusion. On tire beaucoup de choses sur soi. Toujours ne pas mettre la faute sur l'autre. Il y a un travail personnel à faire. Après, je te détaillerai si tu veux. Ok, très bien. Donc, pour résumer un petit peu votre situation, donc vous vous êtes connus donc à travers des sessions de visioconférence. Donc, de ce que j'ai compris, donc vous n'avez pas eu la présence d'esprit de bien creuser donc vos spécificités, pardon. Ça a abouti à un contrat de mariage. Donc vous vous êtes mariés, vous vous êtes installés ensemble. Ensuite, à cause de non-dits entre vous deux, donc la relation s'est détériorée petit à petit. Je fais un raccourci pour nos auditeurs, donc puisque c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui. Donc les non-dits ont détérioré la relation et ta tentative de sauver cette relation à travers une médiation qui a duré une semaine n'a pas abouti et tu as respecté sa volonté donc de divorcer. Exactement. Donc j'ai bien résumé. Tu as bien synthétisé, exactement. Très bien, d'accord. C'est ça. Avec le recul, c'est quoi tes pires erreurs dans cette relation que tu as vécue avec ton ex-épouse? La première, comme je te l'ai évoqué, la dernière, je l'ai dit vraiment de façon fraternelle aux sœurs et aux frères, le double, pour moi, est une erreur. Penser qu'on veut son miroir, comme tu as bien dit, on se complète. On doit se connaître. Ça, c'est la base même. Je pense que dans un projet de mariage, c'est indispensable. C'est vraiment important, même, je veux dire. Et ce laps de temps m'a permis même de suivre une thérapeute, que je remercie d'ailleurs, je ne sais pas si elle va nous écouter, donc qu'elle a la récompense. Mais vraiment, faites ce travail d'introspection. Comme je le dis souvent en tant que représentant d'assaut, écrivez sur en effet vos qualités, vos défauts. Essayez d'apprendre à vous connaître et surtout, pas l'erreur qu'à ce moment-là que j'avais fait, non pas agir par raison sociale, par pression du temps. Ça, c'est vraiment une erreur. Mais après, c'est un bel enseignement. Se connaître, faire ce travail d'introspection, que c'est en accord. La spiritualité aussi est importante, mais vraiment faire ce travail, qui je suis, pourquoi je veux me marier, pourquoi. Comprendre vraiment ça, sans aller, je dis bien vraiment ça, on sait que c'est un ordre divin, on sait que c'est un motif divin, mais on va pas dans le déni de pourquoi, mais se connaître, vraiment ce travail, je connais, je sais pourquoi je veux me marier, je sais qui je veux, je sais qui je ne veux pas, sinon, tout le monde qui était à la mosquée, enfin, vraiment, on aurait été tous mariés, donc, ça ne veut pas tout dire, et on peut pas se marier avec tout le monde. Très bien, d'accord. J'aurais deux questions à te poser, Mehdi. La première étant que tu insistes sur le point que il est très important de se compléter l'un l'autre. J'ai envie de nuancer un petit peu ou te poser une question par rapport à ça. Si deux personnes sont trop différentes, de par leur nationalité, de par, disons-le, de par leur couleur de peau, de par leur culture, de par leur position géographique, que sais-je encore, il faut-il pas chercher aussi des points communs entre les deux personnes pour pouvoir avoir une union solide et qui dure dans le temps? Parce que quand même, moi je m'imagine, donc pour mes auditeurs, donc je rappelle que je ne suis pas encore marié, mais j'ai envie d'être avec une femme qui comprend mes valeurs, qui comprend ma manière de penser, et si au début de la relation il y a cet effort de s'adapter à des nouvelles visions du monde, à des manières de voir les choses, à agir peut-être sur certains points, je ne sais, Dieu que sais-je. Donc c'est pas un effort supplémentaire pour les deux maris, pour les époux, que de se marier avec quelqu'un qui soit très différent? Alors là, je nuancerais parce que moi, t'as soulevé un truc intéressant sur en accord avec mes valeurs. Pour moi, le métissage est magnifique. Ça veut dire, en fait, c'est en accord avec ma valeur. Pour moi, au contraire, le monde et la beauté, on est international. Pour moi, que ça soit tunisien, algérien, marocain, international, asiatique, africain, c'est ça la beauté. Si ma valeur,
ma personnalité. Je suis tolérant, ouvert à l'autre, mais bismillah, avec grand plaisir. C'est ça la beauté. On prend même Bilal, on prend tous les exemples que ça soit quand on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que ça soit tous les textes. Pour moi, c'est la beauté du monde. Ça veut dire qu'il faut prendre de tous, mais il faut que ça soit, in fine, comme j'ai dit, on a fait ce travail. On a fait attention à la dépendance affective, déjà, à titre d'info. On a travaillé dessus, on fait attention aussi aux pervers narcissiques. On a fait ce travail de se connaître, mais de façon, parce qu'on se connaîtra toute la vie. Nos expériences seront jalonnées d'épreuves. On accepte la remarque pour progresser, mais la beauté du monde, pour moi, vous pouvez prendre tout le monde. Je suis pas de ceux, voilà, faut rester dans le nationalisme. Moi, je suis pas partagé sur ça. Si c'est vos valeurs qui l'acceptent, avec grand plaisir. Et c'est là la beauté. C'est là, c'est beau. Demain, vous allez faire des beaux enfants internationaux. Demain, peut-être, vous allez même voyager et vous allez peut-être connaître plusieurs langues et c'est magnifique. Très bien. Donc, tu serais prêt à apprendre, je sais pas, une chinoise, une japonaise, une malaisienne, jamaïcaine, Dieu que sais-je. Tu t'imagines prendre ce genre de profil? Alors là où je vais te faire rire, c'est que je trouve très bien la mentalité asiatique. Donc, c'est vrai qu'ils sont machin-là. Que ce soit en parlant de la Malaisie, la culture au mariage. C'est là où c'est ce qui manque en Europe, la culture du mariage, la préparation au mariage. Faut pas avoir honte de voir des thérapeutes, des sexuels, des prophètes musulmans, de faire cette introspection. Ou même mariés, je dis ça même certains qui vont écouter ça, qui sont mariés, il n'y a rien de mal d'aller, de voir qu'à un moment ça va pas, et connaître aussi de mon côté là, et là je profite, de mettre en avant le livre de Gary Chapman, les 5 langages de l'abondance, c'est un futur vie de couple, il faut les connaître, il faut connaître vos deux, qui sont les vôtres et les deux que vous devez recevoir. C'est vraiment important. Et que, de nouveau, comme tu as dit, il n'y a aucun mal. Pour moi, je suis tolérant, c'est beau, c'est magnifique le métissage. Très bien. Tu as dit quelque chose d'important là. Tu as insisté sur le fait que les thérapeutes, les experts qu'on consulte soient musulmans eux-mêmes. Pourquoi cette insistance sur la croyance musulmane? Donc pourquoi consulter un expert qui soit musulmans croyants? C'est pas, est-ce que c'est par rapport à nos différences de valeurs par rapport à un expert qui ne soit pas musulman? Pourquoi tu dis ça? Alors déjà la promo aussi, on peut mettre en avant l'expertise d'un musulman et l'aider dans sa démarche saine de faire ça avec grand plaisir. Déjà, et deuxième, certains, c'est pas tous, hein, certains que je connais dans notre association vont donner certains textes. Donc, étant musulman, certains textes, après, pourquoi pas, hein. Mais moi, je préfère plus privilégier quelqu'un de musulman. On sait qu'il a fait ce travail, on sait qu'il a cette connaissance qui peut me sortir un texte religieux, me dire à l'appui. Et en plus, c'est tellement difficile de trouver un musulman. Donc, autant lui faire bénéficier de cette aumône, ce cadeau que lui a fait cette profession pour aider la communauté. D'accord, très bien. Je reviens un petit peu assez tôt quand même dans ce que tu as dit. Tu as parlé de la spiritualité dans la relation. Mais spiritualité, c'est un mot vaste. Donc ça englobe beaucoup de choses. Quels sont les points spécifiques sur lesquels il faut se concentrer quand on commence une relation? Ça, c'est vrai que c'est vaste et pour l'avoir vécu, je confirme. C'est vrai que souvent on entend, d'ailleurs je profite, je veux quelqu'un de pratiquant. Et quand on entend souvent des fois de pieux, quand on dit c'est quoi pieux? Alors moi, le petit conseil que je donne, c'est des trucs basiques. Ça veut dire posez-vous des questions, que ça soit du niveau, soit le frère, la lecture du Coran, la lecture du hadith, les textes religieux, soit la personne s'y connaît, ça veut dire les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Donc le cheminement, on va dire standard. Après, si chacun arrive à connaître mieux, poser ses vraies questions, connaître aussi l'engagement du mariage, le pourquoi durer un mariage. Les questions spiritualité doivent être posées. On va pas aller dans un cours d'enseignement, mais c'est important. Parce que moi, je donne cette image, c'est comme demain, vous êtes avec un groupe. Si le groupe vous aide, vous allez vous élever. Si malheureusement le groupe est mauvais, vous allez descendre. Donc le mariage est tellement beau, il est une balaka, et la moitié d'un religion se fait, c'est magnifique. Parce que demain, vous fondez une famille de façon halal, licite, en suivant les préceptes, vous propagez encore l'islam. Donc j'invite de se poser ces questions en accord avec ces pratiques. Parce que si vous voyez qu'en face, voilà, j'ai telle question à poser, comme un mini format quiz. Et d'ailleurs, il y a pas mal de bouquins et pas mal de questions cartes quiz qui sont mis dans d'autres structures ou dans d'autres assos qui le mettent, qui peuvent être utiles si vous voulez vous aider dans ce projet de mariage, pour poser des questions. Tu me rappelles un jeu de société que j'ai vu dans les librairies, qui s'appelle Quran Challenge, il me semble. Donc un jeu de cartes, enfin je sais pas comment, enfin ça m'a attiré l'œil et puis je me dis, en fait j'ai testé donc le système des cartes. Tu sais, quand on écrit sur le recto d'une carte une question et sur le verso la réponse,
En fait, c'est un système qui est connu aujourd'hui. Je pense que ça vient des Américains, je me trompe peut-être. Et apparemment, c'est un exercice mémoriel très très efficace pour retenir les informations. Et si en plus on met ça dans un cadre ludique, bah ça va venir tout seul en fait. Je digresse, mais oui effectivement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc pour revenir donc à votre relation avec ton ex-femme, tu avais dit que la signature du contrat de mariage s'est fait un petit peu à la hâte. Est-ce que toi, tu as pris le temps de se poser ces questions-là par rapport à la spiritualité, par rapport à sa connaissance des 5 piliers, 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi, et entre autres, donc j'ai envie de te dire. Le Mehdi d'il y a 2 ans, et à ce moment-là, n'avait pas eu ce recul de poser ces questions. C'était vraiment, est-ce que tu pries ou pas? C'était vraiment, on s'est posé à ce moment-là que, essaies-tu de suivre un cheminement d'adoration? C'était du basique. Maintenant, avec l'analyse, comme tu m'autorises, ça serait ces questions qui seraient posées. Et d'ailleurs, ce que tu dis, en fait, bon, je suis pas là pour faire la pub, mais il y a un jeu de cartes, je fais juste inviter les soeurs et frères de le voir, qui met en avant pour poser des questions en vue du mariage, elles sont très intéressantes et le cerveau humain retient énormément via l'écrit. C'est peut-être pour ça que tu as bien mémorisé et c'est pour ça qu'on parle même des fois de l'écriture thérapeutique pour effacer certaines choses ou l'écrit est un bienfait. L'écrit sur tout ce que vous avez fait, votre vécu, permet de l'enregistrer et surtout que le cerveau à titre d'info humain est très négatif. Donc on enlève un peu ce côté négatif, on met un état d'esprit positif, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on dit alhamdulillah. D'accord, donc tu nous invites en fait à tenir un journal. Ça dépend, c'est pour ça que je temporisais un peu sur, si on va sur l'écriture thérapeutique, on peut tout autant soit aller, format comme tu as dit, journal, ou soit écrire cette chose, on va dire, qui était, chacun son vécu qui a mal passé une mauvaise expérience, et après, il va l'écrire pour après passer à autre chose. D'où parce que notre cerveau est pris de négativité. C'est surtout pour faire un état d'esprit favorable, pour pas rester dans un scénario bloquant de par nos expériences passées. Très bien, très bien. On retourne encore une fois dans votre relation. Donc on a parlé de ce qui te faisait défaut pendant la relation avec ton ex-compagne. Maintenant, j'ai envie de savoir quels sont les reproches que tu as, quels reproches tu peux dire à ton ex-épouse par rapport à cette relation qui n'a finalement pas duré. Toujours, faut être bienveillant. C'est pour ça que c'est important, même mon côté. Et je dis tout le temps, de par mon côté entre guillemets représentant d'un seul truc, c'est facile de tirer sur l'autre, mais il faut aussi savoir se remettre en question. Il y a eu un travail sur moi, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que les non-dits, le conseil que je donne, les non-dits peuvent détruire un couple. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça d'ailleurs j'avais fait un sujet d'une vidéo sur la communication. C'est-à-dire communiquer de façon respectueuse. Connexion, moi j'appelle ça un peu l'intuition. Une connexion avec l'intuition. Et on fera dans la vie des concessions, mais pas de sacrifices. C'est-à-dire les concessions qu'on a d'accord. Et pour terminer, l'écoute. C'est-à-dire l'écoute est importante. Mais vraiment, les non-dits, c'est ça qui a sûrement fait que, et dans tous ceux qui m'écoutent et qui vont peut-être m'écouter, se dire voilà, la personne en face va peut-être pas comprendre le message. Donc dites les choses. Toujours de façon bienveillante, parce que des fois on va pas comprendre, ou peut-être se poser, voilà, j'ai fait un café, ou j'ai discuté avec toi, il y a des choses, après, la personne doit être aussi apte à comprendre le message. Donc je pense que c'est important la communication. Maintenant, j'ai fait ce travail, toujours je regarde cette humilité, c'est important d'avoir dans l'humilité, de savoir voilà que j'ai aussi mon tort, je prends en compte, et la vie va continuer à me faire travailler pour me remettre en question. C'est comme ça la vie, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Exactement, merci. J'aime bien cette citation. D'accord, très bien. Donc, je te réitère la question parce que, d'accord, tu nous as parlé d'être bienveillant déjà pour commencer et de toujours se remettre en question avant de jeter le tort à l'autre. Maintenant, j'ai vraiment envie de savoir quels sont les torts que tu as décelés chez ton ex-compagne, avec toute la bienveillance bien évidemment, et on espère par la volonté divine que ce message lui arrivera et qu'elle pourra se poser et puis réfléchir. Comme je t'ai dit, les non-dits. Les non-dits. Les non-dits, c'est vraiment un fléau, que ça soit dans tous les couples, ce que je constate beaucoup, dans l'interprétation. Je pense que l'interprétation, je vais prendre surtout, on a 2 cerveaux, le masculin et le féminin. Un homme, je pense, de ce que j'ai un peu regardé un peu sur certaines vidéos, écouté sur un peu certains bouquins, le cerveau masculin a besoin que les choses soient plus terre à terre, tandis que le féminin, va peut-être passer des messages. Moi, je dis fraternellement, n'hésitez pas à dire les choses directes.
Et celle-là, c'est plus compréhensible peut-être pour nous, entre guillemets, les hommes, et c'est peut-être plus simple. D'accord, très bien. Personnellement, je suis quelqu'un de très pragmatique, et pour moi, un non-dit, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu penses que c'est une approche un petit peu trop brutale, ou c'est quelque chose de normal au final pour nous, les hommes, que c'est pas dit, ça n'existe pas. C'est dit, on fait avec. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que c'est pas évident, mais après, ça peut arriver. C'est pour ça que la première chose, c'est dans ce projet de mariage, c'est de dire la chose à la personne en face. Voilà, si tu as une chose à me dire. Et après, c'est cela qui est source après de bouilloire qui va exploser parce que la personne a gardé, ça devient mitraillette et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut vraiment, et je dis de façon fraternelle, les sœurs ou même des fois les frères, poser, ne comprenez pas forcément, de nouveau je réitère ça, prendre ce temps, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne faut pas interpréter. L'humain, il interprète beaucoup de choses. Il suffit, dans les messages, il suffit dans des choses, on interprète. Appeler, clarifier. C'est largement plus simple. Dans la communication, des fois, c'est l'interprétation qui détruit une communication qui était peut-être fluide, magnifique, mais l'autre a interprété, non. En fait, il faut des fois se mettre de côté, qu'est-ce que tu en penses, oui ou non. Parce qu'après, on va interpréter, c'est comme ça. D'accord. Ce que tu dis là par rapport à l'interprétation, est-ce que tu fais référence à ce qu'on appelle chez nous, les musulmans, su'adhan? Pour nos auditeurs, su'adhan, c'est le fait de penser négativement par rapport à une situation. Exemple, un tel a fait telle action, c'est quelqu'un de mauvais, machin. Donc on ne cherche pas le fond des choses, on a des idées négatives par rapport à une action qu'a faite un individu. Des a priori, voilà, des a priori négatifs. Donc, par rapport à cette histoire d'interprétation, est-ce que tu penses que ce sont des a priori négatifs? Su'adhan. Alors je vais plus loin, on va pas dire dans la prière, ça peut être dans tout en fait. Demain, on va faire quelque chose, on va voir, je prends l'exemple des fois, il suffit que vous lisez un message, vous laissez un vu, ouais, donc il m'aime pas, il m'apprécie pas. En fait, des fois, on va interpréter tout et n'importe quoi. Ou des fois, un message, un lundi, on va dire salam, le lendemain, on va oublier, pourquoi il m'a oublié? En fait, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs qui en parlent, et ça c'est bien. En fait, faut dire, faut se parler. Mais faut pas dès le début penser que si lundi il m'a envoyé un texto, mardi il l'a pas fait, c'est qu'il vous aime pas. C'est là, je parle pas que d'aller dans le mauvais ou bon soupçon. Hein. C'est juste, on s'appelle, on clarifie la chose de façon respectueuse. Hein. Voilà, ou même des fois on va pas sur imaginer, comme tu dis peut-être en négatif, mais même des fois ça peut même être en positif. C'est-à-dire on prend ce temps de clarifier. Voilà, c'était quoi ton avis? Toujours de façon bienveillante. T'as vu des choses, toujours on tourne de la façon bienveillante. As-tu un temps pour échanger ou veux-tu me clarifier telle chose? Quand on tourne la chose de façon différente, plus ouverte, surtout les questions ouvertes, c'est plus agréable à échanger avec l'autre. Tandis que quand tu as fait ça, tu n'as pas fait, tu n'as pas... Et là, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que c'est dur. C'est tout ça à moi, commencez par moi. Enfin, ce travail des questions ouvertes, questions plus bienveillantes. Et vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Donc, quand demain vous demandez à quelqu'un, vous le faites de façon différente, et là, c'est agréable, et vous avez même envie de rendre service à la personne en face. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, pour la suite, vous êtes divorcés aujourd'hui, chacun a pris son chemin. Maintenant, j'ai envie de revenir vers toi. Après cette expérience que tu as vécue, est-ce que tu penses au remariage? Est-ce que tu penses réitérer l'expérience? Est-ce que tu te sens à l'aise pour retenter ta chance? D'accord, là, le code le meilleur. D'accord, vraiment, tout ce qui peut être bien fait pour elle. C'est vraiment tout le bonheur que je lui souhaite, Inch'Allah. Et en plus, je t'accorde pour que tu accordes. En islam, c'est important. C'est très important. C'est la beauté. On parle à moitié religion. On parle d'un cheminement ensemble. C'est vraiment énorme, le mariage. Demain, vous pouvez fonder une famille, vous pouvez avoir des projets communs. Pour moi, je dis l'humain n'est pas un ermite, n'est pas fait pour vivre seul. C'est la beauté, c'est énorme, c'est un acte d'adoration. Dans ces moments de couple, vous faites un acte d'adoration. Donc c'est là où on voit que quand on se marie, on ne fait pas que sens avec une personne, mais on fait un acte divin, alhamdoulilah. Donc c'est bénéfique toujours. Comme j'ai dit de nouveau, réintérêt de faire ce travail. Toujours respecter l'autre, toujours comprendre, maintenant, de par ce travail qui a été fait, comprendre les rôles de chacun. C'est important le pourquoi on veut se marier. Et c'est ça qui est très très important de par ce que je constate. On a des rôles en islam et on doit être en capacité de se poser ces questions. Ce que dit l'islam, moi je me connais, et là, alhamdoulilah, oui, j'incite même chacun et chacune, que cette expérience, on en tire une conclusion.
Et toujours en conclusion, de voilà, qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer, me réformer. D'accord. Donc tu envisages de retenter l'expérience avec la volonté divine, donc de créer une relation qui perdure dans le temps et qui mène à des choses très positives, c'est ça? Alhamdoulilah, c'est important. Je pense que quand on sait, quand on sait que c'est vraiment un acte important en islam, oui. C'est pas parce que je dis souvent qu'on doit constamment garder ce négatif, c'est une expérience de vie. Je tire un enseignement et je progresse. Mais vraiment, dans tout. Ça veut dire que demain, vous travaillez, demain, vous faites ça. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je peux... C'est comme demain, pour réussir dans tous vos projets, tirez un enseignement. Faites un auto-bilan. N'essayez pas de trop critiquer avec vous. Et après, tirez les conclusions pour vous améliorer. C'est trop facile de dire c'est ta faute, c'est la faute d'un tel. Non, non, non. Peut-être qu'il y aura des choses que je dois me réformer. Je prends. Il y aura des critiques dures. C'est la vie. On va recevoir des critiques dures. Il faut les accepter. Il y en a qui seront pertinentes. Il y en a, malheureusement, elles seront violentes. Et c'est la vie. Et nous, on se réforme. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve. On se fait juste comprendre, comme j'ai dit de nouveau, nos textes. Et quand on voit les épreuves, Allah des prophètes, voilà, c'est des épreuves. On fait comme ça. On relativise. On dit alhamdoulilah. D'accord. Je reviens vers ce que tu as dit tout à l'heure là. Donc l'être humain n'est pas fait pour vivre en ermite. Ça c'est tu m'as rappelé donc cette citation célèbre d'Ibn Khaldun, hein, al-insanu madaniyun bi tab'ihi. Donc l'être humain est de par sa nature sociale, hein, donc Ibn Khaldun pour nos auditeurs, c'est un petit peu le père de la sociologie moderne. Donc ce mariage justement contribue est un aspect naturel chez nous autres êtres humains. Et voilà, donc ça souligne encore plus l'importance de se marier, mais ne pas diaboliser le divorce non plus. Et donc c'est une expérience comme une autre. On le vit, on en tire des enseignements. On ne s'énerve pas trop là-dessus. On n'en fait pas tout un fromage. On l'accepte et puis on continue notre chemin vers Dieu Tout-Puissant. Très bien. Est-ce que on va conclure maintenant, Mehdi? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos jeunes musulmans ici en France par rapport à tous ceux dont on a discuté? Alors tous, hein, t'as dit jeunes. Pour moi tous, hein, musulmans, tous, sœurs, frères, mariés même mariés, ça. De toute façon, la vie, t'as un apprentissage. Là d'ailleurs, je profite, comme tu as dit tu m'as dit, est-ce que tu as fait cette introspection? Le fait d'avoir mis en place l'association est énorme pour moi. Je veux dire pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de travailler mes fondations, me remettre en question sur certaines choses que je devais travailler, me remettre en question, constamment me dire voilà ce qui n'allait pas. Avoir la chance, et là je le dis aux frères, et même je dis aux sœurs, il n'y a rien de mal de discuter avec des thérapeutes, vous n'êtes pas fous, il n'y a pas de souci, voir des thérapeutes sexuels pour comprendre ce qui n'allait pas. Travailler la dépendance affective, c'est-à-dire se remettre en question, les fondations, pour moi, pour aller, et les conseils que je donne, dans un futur mariage. Et alhamdoulilah, vu que j'ai mis en place l'association, c'est pour ça que vous êtes des bienvenus, auditeurs, auditrices, faites ce travail de se connaître, de travailler votre expérience de divorce, vous comprendre, vraiment prendre ce laps de temps. Quand vous dites « je suis prêt », nous sommes l'aimer, faut vraiment être... cette expérience qu'on a eue, ou chacun a eu en tant que divorcé, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal de divorcer. Demain, il y en a, ils ont bien été licenciés d'autres emplois, ils ont trouvé un autre travail. Toute situation, la vie va vous ramener des épreuves. La vie, faites des preuves. Ce qui compte, c'est pour ça, de niveau jeune père, jamais choisi de apprendre, c'est que vous tirez un enseignement. Vous ne mettez pas la faute sur vous ou sur les autres. Vous dites, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai progressé, alhamdoulilah. Donc c'est pour ça, connaissez-vous, travaillez sur vous, et alhamdoulilah, vous êtes les bienvenus chez une association, qu'Allah vous récompense, et je te remercie. J'ai passé un agréable échange avec toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux peut-être faire aussi la promo de ton association? Où est-ce qu'on te retrouve? Les réseaux sociaux? Comment on rentre en contact avec toi? Pour conclure. Alors, on a Instagram. Vous êtes les bienvenus sur Instagram, une association. On a Facebook. Est-ce que tu peux donner les liens si tu les as en tête? Vous juste taper une association, le logo est rose. Un beau petit logo. Petit logo de mariage. On a Facebook, on a une chaîne, comme j'ai dit, de partage. Si vous n'êtes pas intéressé par le mariage, il y a le Pôle Maraude. Donc vous nous trouvez, comme il a dit, il y a des vidéos YouTube sur une association. Vous nous trouvez
toujours, vous êtes vraiment les bienvenus dans cette introspection, dans ce projet. Pour moi, le mariage, c'est le bouquet final. C'est la beauté. Donc, vous faites pas qu'un, vous faites deux. Vous vous mariez, vous faites un acte d'adoration. Le mariage, c'est une beauté divine. On a la chance, un homme, une femme, l'un complète l'autre. Donc, vraiment, vous fondez, vous faites des enfants saints. Donc, vous êtes les bienvenus. Vraiment, tous des conseils. Vous êtes les bienvenus. Je suis à votre disposition s'il y a besoin de messages avec grand plaisir, les sœurs et les frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Je te remercie d'avoir témoigné aujourd'hui en tant que président d'Union Association, mais aussi en tant que divorcé. Tu nous as franchement enrichi avec cette intervention. J'espère que nos chers auditeurs ont bien profité de cet épisode. Donc, je rappelle vraiment le point essentiel de ce qui a été dit, c'est ne basez pas votre relation sur des non-dits. Soyez clairs les uns envers les autres. Mettez des mots sur ce à quoi vous pensez et avec la volonté divine, tout se passera bien entre vous. Faut être prêt. Comme tu complètes en même temps ce que tu dis, il faut être prêt des deux côtés. À ce moment-là, se dire pourquoi on veut se marier. Je rajoute tout ce que tu as très bien dit. Comprendre pourquoi on veut se marier, se compléter, se dire est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est pas pour raison sociale? Est-ce qu'à l'instant présent, je me marie pour les bonnes raisons? Comprendre aussi les bonnes raisons, très très important. Merci beaucoup, Mehdi. Barakallahu fik, salam alaikum auditeurs, auditrices, qu'Allah vous récompense et plein de bonnes choses et qui sait, ma salam à la prochaine. Salam alaikum, les chers auditeurs. Que la paix soit sur vous.